Merci beaucoup, Ibrahima. Bon, je suis un peu intimidé aujourd'hui parce que je parle pour la première fois en public devant certains de mes maîtres en matière d'histoire. Je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. Par ailleurs, je viens d'apprendre qu'aujourd'hui était la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite atlantique, comme quoi il n'y a pas de hasard. Parce qu'il va être un peu question d'esclavage, mais surtout je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'île de Gorée bien entendu, qui est mondialement reconnue comme un symbole de l'esclavage et de la traite négrière. Aujourd'hui même, quand j'ai annoncé cette conférence, j'ai reçu un message qui me disait Gorée ne signifie pour nous ni plus ni moins que souffrance et amertume. C'est justement pour essayer de gommer cette image de souffrance et d'amertume que je voudrais vous présenter ce que moi j'en pense. Étant architecte et spécialiste des questions patrimoniales, j'ai souvent eu à m'exprimer, notamment sur la dimension architecturale de l'île, mais c'est paradoxalement une des premières fois que je parle de son histoire, et en plus devant certains scientifiques, donc ça me rend... je demande par avance votre indulgence. Parler d'histoire de Gorée, c'est un petit peu forcément parler de soi, et de chacun d'entre nous. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je vais commencer donc par parler de moi et vous expliquer pourquoi je suis là en face de vous aujourd'hui. Moi qui suis ni historien, ni scientifique et même pas un guide de Gorée. Mais je suis observateur, je suis curieux, donc un peu chercheur, car comme le disait le professeur Théodore Monod, qui a fondé l'IFAN, ici au Sénégal, tout le monde est un peu chercheur, il suffit d'être un peu curieux. Donc je m'appelle Xavier Ricou, ça a été dit, j'ai des origines métisses et je suis passionné par la généalogie de familles métisses du Sénégal. Ça c'est une première passion. La deuxième passion, puisque je suis passionné par la généalogie de ces familles, je suis passionné par l'histoire du Sénégal, parce que ces familles ont contribué à créer le Sénégal contemporain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Comme je suis architecte, je suis aussi très intéressé par la protection du patrimoine, c'est une de mes troisièmes passions, et la quatrième, je dirais, c'est l'iconographie de l'époque coloniale au sens large. Alors je ne sais pas s'il y a un fil conducteur entre toutes ces passions, mais en tout cas j'aime penser que ce sont les ancêtres qui me demandent de parler de leur histoire, de parler d'eux, de protéger leur patrimoine et de mieux faire connaître leur histoire. Alors, je vais commencer cette présentation avec, selon le sommaire suivant. D'abord, il y a un petit préambule sur Gorée et l'esclavage, suivi de ce que j'appelle l'histoire officielle de Gorée. Vous allez voir que même là, je vais certainement faire des digressions. Ensuite, j'entrerai dans le vif du sujet en parlant des histoires méconnues de l'île de Gorée. Et c'est là-dessus que je m'appesantirai. Et enfin, je vous ferai un petit résumé en guise de conclusion. Alors, pour commencer, Gorée et l'esclavage. Ce que je vous propose, c'est d'écouter ça d'abord. L'île de Gorée était le centre de transit le plus important de l'Ouest africain. L'effectif dans cette petite maison variait entre 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. L'attente très longue, parce que de 3 mois. C'est juste un très court extrait, évidemment, je ne vais pas vous le passer en entier. Je voulais juste rappeler que depuis mon enfance, j'entends Joseph Ndiaye dans cette maison qui récitait ce discours en créant beaucoup d'émotions, notamment auprès des touristes américains, je devrais dire des pèlerins américains. Associer l'île de Gorée à l'esclavage, à la traite transatlantique, ça coule de source. C'est une évidence. Mais si on niait ce rôle-là, naturellement, ça reviendrait à emboîter des pas un peu hasardeux. Cependant, au-delà de ce discours vulgarisateur, l'histoire même de l'esclavage à Gorée mérite d'être approfondie et mérite d'être mieux connue. J'ai l'habitude de dire Paris ne se résume pas au Moulin Rouge. Maintenant, Gorée ne se résume pas à l'esclavage. C'est ça le message que je veux faire passer. Cette histoire-là est d'une richesse infinie et notamment, l'île de Gorée a été un creuset du métissage culturel cher au président Senghor. C'est sur ce point particulièrement que je vais insister aujourd'hui et je vais donc énoncer quelques faits historiques méconnus liés à l'île de Gorée qui sont estompés derrière un symbole dominant qui est celui de l'esclavage. Donc je vais commencer par vous dresser
en très ramassé l'histoire officielle de l'île de Gorée. J'ai l'habitude de dire qu'il suffit de gratter un petit peu le sol pour découvrir des vestiges historiques. C'est pas du tout une image, hein. Dès qu'on gratte un petit peu le sol, sur quelques centimètres, on découvre des tas de morceaux des boutons d'uniforme, des pièces de monnaie, des perles et même des boulets de canon. Ce sont autant de fragments de l'histoire en général, mais de l'histoire de la vie goréenne à l'époque, dans les siècles passés. Mais quand on creuse encore un peu plus profond, on trouve même des squelettes. Ça, c'est l'exemple d'un squelette découvert par le professeur Guy Tillmans en 1981 dans la grande batterie de la place. Il avait fait juste un petit, je sais pas comment on appelle ça, une petite fouille de 1 mètre sur 1 mètre. Il était descendu pour voir les empilements de fortifications successifs dans cette grande batterie. Il était tombé sur un squelette du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est à ce jour le plus ancien goréen connu, et donc ça veut dire que Gorée n'a pas seulement une histoire, mais une préhistoire. Vous commencez à comprendre à élargir un petit peu notre champ de vision par rapport à Gorée. Les murs également nous parlent, les murs nous murmurent, il faut savoir les écouter. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire avec cette petite promenade qui n'a pas de chronologie très très précise. Alors, on va commencer par planter le décor. On a un bloc de basalte qui fait 300 mètres par 900 mètres, qui est stérile, qui est situé à peu près à 3 km du continent. Il n'y a pas de maison, il y a peu de végétation, il y a quelques chèvres en liberté. Il y a des pêcheurs qui viennent de temps en temps pour réparer leurs filets ou pour réparer leurs pirogues les mettre à l'abri des grains. Parce que Gorée a une anse naturelle que vous voyez sur cette image. Bon. Nous sommes dans ce que j'appelle l'Afrique pré-diasienne. Ça veut dire avant l'arrivée des problèmes. J'ai dit pré-diasienne comme on dit pré-colombienne, parce qu'en 1444, le premier occidental découvre, entre guillemets, le Cap-Vert et donc l'île de Gorée. Et à partir de cette date, les puissances coloniales vont se succéder dans l'île. Alors j'ai reporté sur ce graphique, je ne vais pas le commenter en détail, mais les différentes séquences d'occupation coloniale entre l'arrivée des Portugais en 1444, ici, jusqu'à l'indépendance en 1960. J'en ai profité en même temps pour comparer ces séquences avec celles de Saint-Louis. Donc les Portugais sont restés présents durant 183 ans au total, les Hollandais pendant 50 ans, les Anglais pendant 27 ans au cours de 6 périodes successives, en alternance avec les Français qui sont demeurés jusqu'à l'indépendance pendant une durée cumulée de 256 ans. Ce qui donne un total de 516 ans d'occupation étrangère, dont la moitié française. Un demi-millénaire, ça laisse des traces. En même temps, on peut noter sur ce graphique, sans se tromper, que Gorée est certainement le plus ancien établissement colonial sur la côte d'Afrique, bien plus ancien même que Saint-Louis, qui a été fondé 2 siècles plus tard. Et quand on parcourt cette histoire en même temps, quand on voit ce schéma, on comprend pourquoi le père Delcourt intitulé l'un de ses ouvrages « La turbulente histoire de Gorée », parce que toutes ces séquences successives d'occupation n'ont pas du tout été tranquilles et se sont souvent donné lieu à des batailles. Et donc l'île a forcément subi toutes sortes d'influences très contrastées. Et ça, c'est la raison pour laquelle parler de Gorée, c'est pas seulement parler de moi, c'est aussi parler de chacun d'entre nous. C'est parler des Anglais, c'est parler des Hollandais, c'est parler des Portugais, c'est parler des Français, c'est parler aussi, et puis bien entendu des Sénégalais, mais des Antillais, des Américains, etc. En même temps, aujourd'hui, c'est parler du monde entier, parce que Gorée a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, je dois d'ailleurs rappeler qu'à l'époque où Gorée a été classée, il y avait 12 sites inscrits au patrimoine mondial, c'était en 78. Maintenant, il y en a plus de 1000, c'est vous dire l'importance qu'on y attachait depuis 78. Bon, on revient à nos chèvres. Les chèvres vagabondes, les Portugais arrivent, je suppose qu'ils mangent les chèvres, ils se servent de Gorée comme escale, eux aussi. Ils construisent tout de même une chapelle en maçonnerie avec un toit en chaume. Autour de cette chapelle, ils enterrent leurs morts. Et puis, donc ils y font escale. On dit que Magellan y a fait escale, il s'est recueilli dans cette chapelle lors de son tour du monde. J'en ai pas trouvé la trace, mais c'est possible, il faudrait sans doute chercher.
À cette époque, les indigènes appelaient l'île Ber, et les Portugais la nomment Bézéguiche, et puis Palma par la suite. En fait, les Portugais s'intéressent davantage à la petite côte, notamment à Rufisque, Joal, Portugal, etc. Parce qu'il y a un marché plus important là-bas pour leur commerce. En 1600, enfin vers 1627, ils sont supplantés à Gorée par les Hollandais. Les Hollandais, ce sont des marchands. Ils ont besoin de protéger leurs marchandises et ils construisent donc des forts. Les forts d'Orange et de Nassau, l'un qui est situé sur la colline, l'autre qui est situé sur la partie basse de l'île. Orange est nommé en l'honneur de Guillaume d'Orange, dit le Taciturne, et Nassau en l'honneur de Maurice Nassau qui a donné son nom à l'île Maurice. Bon, il renomme également l'île qu'ils appellent Gudred, qui deviendra plus tard par déformation l'île de Gorée. Mais les Anglais sont à leur tour supplantés par les Hollandais sont à leur tour supplantés par les Anglais, qui détruisent et reconstruisent les forts, les fortifications. Les deux forts, ils les nomment cette fois-ci Saint-Francis et Saint-Michael, et puis ils commencent à densifier l'île. Et puis les Anglais, à leur tour, sont chassés par les Français. Vous avez vu sur les séquences d'occupation que c'est pas aussi simple que ça. Hein. Ils sont supplantés par les Français qui détruisent, qui reconstruisent les forts et les fortifications. Les deux forts deviennent les forts Saint-François et Saint-Michel, donc les saints restent les mêmes, et la densification de l'île se poursuit. Ils achèvent, ils poursuivent la densification. Là, vous avez quelques images qui vous montrent l'île de Gorée à différentes époques. Là, c'est 1839 par le peintre d'Astrel. Là, c'est 1851 par Gillotin. Et puis, à partir du moment, évidemment, où les forts sont construits, une population indigène commence à cohabiter avec ses occupants étrangers. Et qui dit occupation, dit cohabitation, dit métissage. D'autant plus que le confort était assez précaire dans les forts et qu'on était mieux logé, nourri chez l'habitant. Donc ce métissage va produire au Sénégal, notamment à Gorée et à Saint-Louis, mais pas seulement, une société tout à fait originale, une société métisse, une bourgeoisie métisse. Vous avez sur cette image là deux de mes ancêtres, qui vont construire les premières maisons en dur, qui vont s'enrichir progressivement au contact de ces Européens. Et puis en plus, cette société métisse avait la particularité d'être matrilinéaire. Les femmes avaient une importance très forte, c'est toujours le cas, et elles étaient très puissantes. Elles faisaient hériter généralement leurs filles de leurs biens. Les signares, ce sont la représentation la plus emblématique de cette société métisse. La plus connue des signards était Anne Pépin. C'est pas elle sur la photo, hein, on n'a pas de représentation d'Anne Pépin. Ça, c'est une fille du gouverneur Blanchot. Alors Anne Pépin, c'est elle dont le frère Nicolas a fait construire ce qu'on appelle aujourd'hui la maison des esclaves. Elle est restée célèbre parce que selon la légende, je dis légende parce que ce n'est pas attesté, elle était la signare du chevalier de Boufflers. On pourrait en parler longuement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une signare? Une signare, ce sont ces femmes mulâtres ou noires qui étaient à la fois réputées pour leur charme et pour leur sens des affaires. Leur charme, parce que ça peut se discuter, mais enfin, elles avaient le sens des affaires, c'est sûr, et c'est un terme qui marquait également leur statut social. Mais c'est un terme variable. On sait peu que selon certaines sources, selon certains chroniqueurs, ou certains auteurs, le terme de signare était appliqué parfois à des hommes. Là, vous avez un exemple d'une signare qui est mariée à la mode du pays, avec un signare, qui était Linkenal, c'était un métis, et c'était un homme signare. Et le terme de signare s'appliquait aussi parfois à des femmes, c'était un statut. Elle se mariait donc avec des Européens de passage à la mode du pays. Les mariages à la mode du pays, c'était des mariages qui avaient toutes les apparences d'un mariage légal, mais qui n'étaient pas contractualisés par un acte officiel. N'empêche que les enfants héritaient des biens du mari, ici au Sénégal. Alors voilà, je vous ai présenté vraiment en ramassé ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut retenir de l'histoire officielle du Sénégal. Maintenant, ce que je voudrais vous résumer
certaines choses qui justifient mon propos. C'est pas à proprement parler des secrets, hein, mais ce sont des histoires qui sont méconnues et qui, à mon sens, méritent d'être connues. Ce sont des histoires avec un petit H que l'histoire avec un grand H n'a pas forcément assimilé. Donc je vais vous les livrer comme ça dans le désordre, hein, il n'y a pas de chronologie. Je pourrais en rajouter beaucoup d'autres, il faut savoir que c'est une histoire très très riche. Un point sur lequel il me semble important d'insister, par exemple, c'est qu'on retient effectivement que de Gorée l'esclavage, mais on oublie de dire que après l'interdiction de la traite, Gorée est devenu le principal centre de lutte contre la traite clandestine. C'est à partir de Gorée que des navires allaient réprimer la traite clandestine partout le long des côtes d'Afrique. Ça a débuté avec cet amiral là que vous avez sous les yeux, l'amiral Bois-de-Villomèze, qui était donc établi à Gorée, et qui, soit dit en passant, avait pour signal la jeune fille que vous voyez ici sur cette image aussi, qui s'appelait Amélie Merven. Amélie Merven est ici représentée par le peintre Darondo. Donc là aussi, c'est la petite histoire qui rejoint la grande histoire. C'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Et on peut rattacher à Gorée d'innombrables événements. Par exemple, est-ce que vous connaissez le lien qu'il existe entre Gorée et Libreville au Gabon? C'est simple. En 1846, la traite a été abolie, mais pas encore l'esclavage. Donc, Bois-de-Villomèze, qu'on a vu, envoyait des navires pour aller arraisonner les bateaux qui faisaient de la traite clandestine. On en arraisonne un qui s'appelle l'Elysia, au large du Gabon. Ils ramènent à Gorée les esclaves, on les libère, on les affranchit, et puis on les occupe à des tâches d'intérêt général pendant un certain temps. Et puis au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? On va les ramener chez eux. Sauf que chez eux, on ne sait pas où c'est, on les a trouvés en mer. Donc, comme c'était au large du Gabon, on va créer pour eux un village qu'on va appeler Libreville. Donc voilà, Madame le maire de Gorée, si vous voulez faire un jumelage avec Libreville au Gabon, vous saurez quel est le lien. Ensuite, évidemment, il faut parler de l'esclavage. Mais alors, c'est important de distinguer deux sortes d'esclavage. Il y a l'esclavage de case, vous en avez une illustration là sous les yeux. L'esclavage de case, c'était des esclaves qui avaient un statut de domestique, on peut dire. J'emploie tous ces termes avec beaucoup de précaution. Hein. Un statut de domestique. Mais disons que ces esclaves-là faisaient partie de la famille. On n'avait pas le droit de les envoyer en Amérique ni de les vendre. Ils étaient hérités quand même de génération en génération. Hein. Mais eux circulaient en liberté dans l'île. Ils avaient leur propre domicile, ou alors ils habitaient chez leur maître dans des cases, dans leur concession. Ils avaient le droit de gagner de l'argent, dans certains cas, ils avaient même le droit d'avoir leurs propres esclaves. Donc vous voyez que c'est un statut quand même un peu particulier, et même Victor Schœlcher, quand il est venu au Sénégal avant de préparer le décret d'abolition de l'esclavage, avait constaté cette situation-là. Donc voici un autre exemple d'esclave ou captif de case. Il y a également, évidemment, l'esclavage de traite. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui, je vais juste vous en montrer quelques exemples. Cette image-là représente la capture d'esclaves près de Gorée, sur la presqu'île du Cap-Vert. Hein. Ça concerne évidemment des esclaves qui étaient exportés vers les Amériques, et je ne vais pas m'étendre dessus. Donc à Gorée, ces esclaves-là, voilà la traite, le passage sur les navires. Là, c'est l'arrivée aux Antilles. Ça c'est une aquarelle qui a été peinte, si je ne me trompe pas, en 1918, et qui représente un cabanon à esclaves à Gorée. Un cabanon à esclaves, et ça a été peint par un père, et cette maison-là est l'actuel presbytère de Gorée. Et lui-même a mis comme légende cabanon à esclaves. Hein. Donc, les captifs de traite étaient entreposés dans ce qu'on appelait à l'époque des captiveries. La principale de ces captiveries était située dans le fort Saint-François, que vous voyez derrière moi, là, au milieu de cette image, qui a aujourd'hui disparu. Comme au Ghana, on entreposait les esclaves de traite dans des forts. Alors, il faut reconnaître que Gorée a été une plaque tournante de la traite négrière, mais certainement pas aussi importante que la traite pratiquée sur le golfe de Guinée. Alors, les captiveries, je les ai représentées sur cette image.
les captiveries officielles du gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres après dans d'autres maisons, mais sur cette carte-là sont représentées les 5 captiveries officielles qui sont mentionnées dans les textes depuis le XVIIIe siècle. J'ai reconstitué cette carte moi-même, donc elle n'est pas connue des scientifiques, évidemment pas des guides de Gorée, mais il faut savoir aussi que toutes ces captiveries aujourd'hui ont disparu, il n'y en a plus aucune trace, donc on ne peut pas montrer les traces en question. Il y a un détail un petit peu amusant, je dirais c'est une ironie du sort, c'est que complètement sur la gauche de cette image, vous avez une captiverie qui est mentionnée une première fois en 1750 sur un texte anonyme et qui mentionne captiverie des femmes. Et cette captiverie des femmes, elle est située exactement, pour ceux qui connaissent Gorée, à l'emplacement de ce qu'on trouve aujourd'hui de l'école Maria Maba, c'est-à-dire un pensionnat de jeunes filles. Alors, puisqu'on parle d'architecture, on va y rester. L'architecture goréenne, je la qualifie d'architecture métisse, parce que quand on voit, je vais y revenir, quand on voit les jolies couleurs de Gorée, on se dit que nos ancêtres avaient bien du goût et du talent pour décorer leur maison, mais en fait les couleurs de Gorée sont assez récentes, ça date des années 50 simplement. Avant ça, les Gorée, les murs étaient blancs, et c'est la chaux qui leur donnait cette couleur blanche. Et puis les toitures étaient plates, on le voit sur cette image. La plupart des toitures étaient plates, on disait à l'italienne à l'époque. Elles étaient constituées d'un mélange d'argamas, je dis ça pour les architectes qui sont, les étudiants en architecture qui sont dans la salle, c'est-à-dire un mélange de chaux et de coquillages, que d'ailleurs il fallait reprendre tous les ans, parce qu'à la saison des pluies c'était très dégradé. Cette image est un extrait d'un tableau du prince de Joinville, d'un tableau du peintre Nouveau, qui montre l'arrivée du prince de Joinville en 1842, qui avait fait escale à Gorée sur le chemin du Mexique, où il allait retrouver sa belle pour se marier. C'est un tableau qu'on trouve aujourd'hui au musée du château de Versailles. Alors le château de Versailles, on sait qu'il y a des cargaisons de marbre qui ont transité par Gorée pour aller approvisionner le château de Versailles, justement. C'était en 1680. Un autre exemple d'histoire liée à Gorée, c'est que j'ai trouvé sur Internet une image, celle qui est en haut à droite, qui montre un tisserand wolof à Gorée. C'est réalisé par un certain Isidore Ed, qui était un marchand de rubans de Saint-Étienne, qui rencontre le peintre Nouveau, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis il sympathise, et puis le peintre lui promet de réaliser une aquarelle qui représente ce tisserand wolof. Et l'aquarelle, je la retrouve dans une collection particulière ici au Sénégal. C'est la même. Un petit détail près, c'est que Ed dit qu'il est représenté sur cette aquarelle en tenant, à côté d'une cignare et de son enfant. Au passage, vous voyez que l'enfant de la cignare est un petit blondinet, là. Je sais qui c'est, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Là aussi, c'est des histoires de généalogie. Donc, Ed dit qu'il est représenté sur ce tableau en tenant une feuille d'indigotier et de mil. En fait, il n'y est pas. Ça veut dire qu'il existe une autre aquarelle de ce même peintre Nouveau qui est quelque part, qui reste à retrouver, peut-être à Saint-Étienne, s'il existe un musée des manufactures ou je ne sais quoi. Donc, si quelqu'un a envie d'aller à Saint-Étienne à la recherche de cette aquarelle, je serai tout à fait preneur. Je vais vous donner un autre exemple à caractère historico-artistique. Je m'intéresse à ce tableau-là de la peintre Myrto de Bar, qui a vécu à Gorée dans les années 60-70, je crois, même peut-être 80, qui représente le chevalier de Boufflers en train de danser avec des cignards. Et puis incidemment, au détour d'une lecture, j'apprends que ce tableau représente la générale Fall et sa fille. Alors ça m'intrigue un petit peu, parce que je n'avais jamais entendu parler de la générale Fall, et je cherche à savoir qui c'est. Et puis voilà, c'est ça, on tire un fil, et puis il y a toute l'histoire qui vient, on se prend dans la figure. Hein. La générale Fall, elle s'appelle Jeanne, elle est toujours vivante, je l'ai eue au téléphone il n'y a pas très longtemps. C'est elle qui est représentée donc sur ce tableau avec sa fille, effectivement, qui s'appelle Geneviève. Et la générale Fall, c'est la veuve du général Amadou Fall, qui avait été mis aux arrêts et assigné à résidence à Gorée, après le coup d'État avorté en 1962 contre Senghor. Ça nous rappelle, là aussi incidemment, que Gorée avait été une prison
de prison politique jusque dans les années 1980. Je m'en souviens encore. On trouve aussi des liens entre Gorée et la littérature. Vous connaissez sans doute le roman de Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie. Eh bien, ce roman est inspiré d'un fait réel. Avant de sombrer en 1744 au large de la Réunion, le Saint-Gérant, ce bateau qui transportait Paul et Virginie, avait fait escale à Gorée, où il avait d'ailleurs chargé quelques esclaves. Je vais vous dire un mot de quelques grands hommes de Gorée. Alors quand on parle de Gorée, on l'associe évidemment régulièrement au chevalier de Boufflers, pourtant il n'a pas séjourné longtemps, hein, à peine 16 mois au Sénégal. On parle éventuellement aussi de Léopold Pané. Alors, excusez-moi, Boufflers c'était un gouverneur, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a une littérature très abondante sur lui. On parle éventuellement de Léopold Pané, il est un peu moins connu, qui était un métis goréen, qui a été le premier explorateur de la Mauritanie et qui est considéré au même titre que l'abbé Boila comme l'un des précurseurs de la littérature sénégalaise, qui a donné son nom à l'école Léopold Langrand, donc à Gorée, l'école communale. On parle aussi éventuellement de la maison Morel-et-Prom, la maison de commerce Morel-et-Prom, du nom de deux jeunes cousins bordelais qui se sont établis à Gorée en 1822 et qui ont fondé eux-mêmes des familles métisses qui ont une descendance nombreuse et qui sont devenus des négociants très 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 prospères. Ils ont commencé dans le commerce de l'arachide. Qui dit arachide dit huile, qui dit huile dit pétrole, et puis aujourd'hui, la maison Morel-et-Prom, c'est une des plus grandes compagnies pétrolières dans le monde. Et ça a commencé à Gorée en 1822. On parle aussi éventuellement de Blaise Diagne, évidemment. Blaise Diagne qui est né à Gorée, qui est considéré comme le premier député noir à l'Assemblée française. En fait, ce n'est ni le premier noir, d'ailleurs, parce que vous avez à la droite de l'image Durand Valentin, qui lui aussi était un métis goréen, qui a été député à partir de premier noir, donc membre de la Convention à l'époque, en 1794, où il représentait Saint-Domingue, c'est-à-dire Haïti. Il disait lui-même qu'il était goréen. On voit un extrait d'un de ses textes dans lequel il dit qu'il est goréen. D'ailleurs, soit dit en passant, il a combattu pour contrer la prise de pouvoir de Toussaint Louverture en Haïti. Alors, on parlait de Boufflers, justement, et on dit que malgré ses nombreuses conquêtes féminines, en tout cas les conquêtes féminines qu'on lui prête, il n'a jamais eu de descendance au Sénégal. Est-ce que c'est vraiment sûr, ça ? Moi, je me suis intéressé au titre foncier de la maison que vous avez au centre de cette image, que j'ai la chance d'habiter. Et sur ce titre foncier, qui est donc sur cette maison qui est juste à côté de la maison des esclaves, on peut constater qu'elle a appartenu à une certaine Amélie Anne de Grigny de Boufflers. Et puis, de Boufflers, c'était la fille d'un commissaire de la marine, hein, donc j'étudie sa généalogie, je vous ai dit que je m'intéressais à la généalogie des familles métisses, et puis je constate qu'elle a été autorisée par jugement à s'appeler de Boufflers. Alors, ça m'intrigue, et puis je constate aussi qu'elle a donné le prénom de Stanislas à un de ses enfants, Stanislas comme le chevalier de Boufflers. Donc c'est de plus en plus curieux. Et puis je vois que sa tante qui occupait la maison voisine a fait exactement la même chose. Elle a donné son nom le nom d'un de ses enfants, pardon, le nom de Stanislas à l'un de ses enfants. Puis je constate que ces deux femmes descendent d'une même signare qui s'appelle Marianne Dumay. Marianne Dumay. D-U-M-A-Y. Et probablement les dates coïncident avec la date de création de cette maison, c'est-à-dire 1780 environ. Et cette même Marianne Dumay, c'est à elle que le gouverneur Blanchot, en mourant ici au Sénégal sur son lit de mort, avait demandé de s'occuper des affaires de sa signare, c'était pas signare, de sa femme à la mode du pays, qui s'appelait Marie Coumba Gay, et lui avait demandé donc à cette Marianne Dumay de s'occuper des affaires de Marie Coumba Gay. Et Blanchot, bien entendu, était un proche de Boufflers, auquel il avait succédé en tant que gouverneur du Sénégal. Et puis je me dis, et si cette Dumay
D-U-M-A-Y, c'était pas Doumet, D-O-U-M-E-T, qui a été major de Gorée avant Boufflers. Et puis là aussi, les dates coïncident, et c'est très possible, etc., etc. Et de fil en aiguille, je m'aperçois en plus que ces deux femmes-là ont eu une descendance parmi lesquelles on trouve plusieurs mères de Gorée. Donc on s'aperçoit, en étudiant un simple titre foncier comme ça, qu'il y avait une sorte d'aristocratie mulâtre au-dessus de ce que j'appelais tout à l'heure la bourgeoisie métisse traditionnelle. Donc, en plus, ces gens-là se mariaient entre eux, c'était très, très endogamique. Alors, je change de sujet, on peut même trouver un lien entre Gorée et l'histoire célèbre des révoltés du Bounty. Là, vous avez sous les yeux le méchant William Bligh, qui commandait le bateau, le Bounty, sur lequel il y a eu une mutinerie. Et ce fameux William Bligh avait fait escale à Gorée, où il avait assisté à une messe, justement dans la fameuse maison d'Anna-Nicolas Pépin, devenue par la suite maison des esclaves. Une autre histoire de bateau très célèbre qui est liée à Gorée, c'est celui du radeau de la Méduse. Là, c'est un peu plus connu, mais en 1816, les rescapés du radeau de la Méduse ont fini par atterrir c'est un euphémisme, hein, à Gorée. Et c'est une histoire qui a eu un retentissement mondial, non seulement parce qu'il y a eu des scènes de cannibalisme, et on en a beaucoup parlé dans la presse, mais aussi à cause de ce tableau qui a fait scandale à l'époque, ce tableau de Géricault. C'était en 1816. Donc, il faut savoir aussi que des rescapés de cette expédition de la Méduse se sont implantés au Sénégal et ont eux aussi fondé des familles métisses. Toujours une histoire de bateau, le Tacoma. Vous savez que quand vous arrivez à Gorée, vous devez contourner une bouée qui s'appelle le Tacoma. À l'emplacement du Tacoma, il y a une épave qui s'appelait le Tacoma. C'est un bateau qui s'appelait le Tacoma, un bateau coulé en 1940 qui avait été touché par un obus dans le port de Dakar. Et comme c'était un cargo danois, comme il contenait une cargaison d'huile de palme qui dégageait beaucoup de fumée, il a fallu le sortir du port et le couler un peu plus loin, au large de Gorée. C'était 1940, je vais en dire peut-être un petit mot tout à l'heure, c'était à l'occasion d'une bataille entre les forces pétainistes qui défendaient Dakar et les forces alliées de Gaulle qui cherchaient à s'implanter, à rentrer au Sénégal. Donc Gorée a pris une part très active dans cette bataille de Dakar, de septembre 1940. On peut évoquer aussi, en parlant de Gorée, son patrimoine immatériel. J'ai eu l'occasion de lire, grâce au professeur Descamps, il y a pas très longtemps, un manuscrit écrit, encore une fois par un métis goréen, un monsieur La Police, dans les années 1940, dans lequel il y a un chapitre tout entier qui traite des légendes et des superstitions goréennes. Et vous pouvez me croire, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que Mame Koumba Castel, hein, que tout le monde connaît, qui est le génie protectrice de l'île. Il y a aussi des statues de l'église qui prennent vie la nuit, qui chantent, qui font revenir les morts. Il y a un cheval à trois pattes, d'où l'illustration, là. Un cheval à trois pattes qui fait le tour de l'île au galop, qui tamponne tout ce qu'il rencontre. Il y a une automobile qui passe, tout ça se passe la nuit, hein, une automobile qui passe à vive allure dans les rues de Gorée. Il y a un canon à la pointe nord qui demande du tabac à tous ceux qui se promènent après minuit. Il y a un mur de sable qui se déplace et qui engloutit tout ce qui bouge. Il y a des petits nains qui vous hypnotisent et vous conduisent derrière le castel. Et puis il y a des pénates, bons ou méchants, qui réveillent ou qui tuent dans les cours des maisons. Et puis il y a en même temps beaucoup de superstitions aussi. On ne doit pas éclairer une cour la nuit, ni laisser ouverte une chambre éclairée. On ne doit pas siffler après 10 heures, sinon on risque d'avoir la bouche déformée. On ne doit pas se retourner dans la rue en marchant. On ne doit pas se coucher avec des souliers. On ne doit pas réveiller quelqu'un qui dort en le faisant tomber, sinon on peut déclencher un incendie. On ne doit pas verser de l'eau chaude au sol parce que les morts y reposent. En revanche, il faut verser au sol quelques gouttes de vin avant de boire pour abreuver les morts, justement. Et puis à la veille de la Toussaint, il faut laisser devant les portes des aliments pour les morts. Voilà. Toujours en matière de patrimoine immatériel, une image qui représente la danse du faux lion, dessinée par l'abbé Boila en 1843 à Gorée. Donc vous pouvez voir que le faux lion, ça ne date pas d'aujourd'hui, etc., etc., etc. Il y aurait beaucoup d'autres exemples. Je vais vous en donner quelques autres, mais en passant beaucoup plus rapidement cette fois-ci. Il y a des projets de fortification qui méritent d'être commentés, discutés. Là, ce sont ceux du botaniste Adanson en 1745. D'autres,
plus ou moins délirants, sur lesquels il y aurait beaucoup de commentaires à faire. En parlant de délire, il n'y a pas que Atenson qui était délirant, hein. Il y a un certain architecte Jacques Couel qui, en 1968, voulait faire de Gorée l'acropole du monde noir. Alors, je vais vous citer quelques passages, parce que ce n'est pas piquer des vers. Je veux faire de Gorée... À l'époque, on ne plaisantait pas, hein, mais je veux faire de Gorée un véritable bijou. Il faut un poète pour une île de rêve. Il faut recréer un univers poétique suspendu, recréer une élite de cœur et pas une élite de gens riches. Celui qui n'aime pas le passé n'a pas droit au futur. J'accomplis une œuvre de piété. J'agis comme un apôtre, un artiste, etc. Moyennant quoi, ce monsieur architecte voulait faire, il prévoyait de doubler la superficie du port. Il voulait créer un plan d'eau sur le Castel, c'est l'image que vous avez ici. Il voulait importer des milliers d'oiseaux non migrateurs. Et puis il voulait reconstituer un immense village troglodytique tout autour de l'île. On savait rêver à l'époque. Si j'avais un peu plus de temps, je vous parlerai aussi des détails architecturaux, parce que chacun d'entre eux a beaucoup... enfin, on pourrait dire beaucoup de choses de chacun de ces détails. Encore une fois, c'est important de savoir observer. Sur les images anciennes, on peut découvrir notamment des bâtiments disparus. Il y en a beaucoup et c'est très intéressant. Encore un bâtiment disparu sur une image ancienne. Ça, c'est un extrait d'une plaque de verre que je viens de retrouver du photographe Bonnevide, qui date des années 1880, qui montre la photo est prise depuis le quai, le bout du quai, vers l'actuel presbytère. Donc on voit que l'actuel presbytère avait une configuration un petit peu différente à l'époque, des années 1880. Il y a juste derrière le presbytère un bâtiment qui aujourd'hui a disparu, c'est un terrain vague aujourd'hui. Et puis, tiens, c'est curieux, un appontement dont personne ne parle jamais. Si je vous le montre, c'est parce que c'est intéressant. Vous savez sans doute tous qu'il y a une polémique qui concerne ce qu'on appelle la porte du voyage sans retour, et les détracteurs de cette porte-là, de cette thèse en tout cas, disent qu'on ne peut pas accoster de ce côté de l'île, c'est absolument impossible. Alors cette photo-là ne prouve rien, mais cette photo prouve juste qu'il faut être prudent quand on dit qu'on ne peut pas accoster de ce côté de l'île. Ça a déjà été fait. Donc il faut, ça c'est un enseignement de l'histoire, il faut toujours être très prudent quand on parle d'histoire. On pourrait parler aussi des noms des différentes chaloupes de Gorée. On pourrait parler d'un projet de digue pour relier Dakar et Gorée, qui est un projet de digue en 1940, qui est un projet dont on voit encore aujourd'hui des vestiges, mais vous pouvez voir sur cette image qu'il était prévu même de rejoindre Bel Air par le nord et d'augmenter ainsi la superficie du port. On pourrait parler évidemment du rôle de Gorée dans la bataille de Dakar que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez l'image du canon en 1940. Plus un certain nombre de bâtiments qui ont été détruits justement lors de cette bataille de Dakar. Ici, un grand bâtiment disparu entre le Chevalier de Boufflers, c'est ce qu'on appelle la Maison du Mont. Et puis, on peut parler, ça c'est un de mes dadas, des débuts de la photographie au Sénégal. Là, vous avez sous les yeux une des plus anciennes photos prises au Sénégal. C'est 1865, c'est peut-être 64 ou 66, mais enfin c'est dans ces eaux-là. Et ça montre le fameux bâtiment que je viens de vous montrer, disparu, détruit en 1940. Tout à l'heure, vous voyez avec un toit en pente. Là, il avait encore son toit plat en argamas. Donc, c'est une des plus anciennes photos du Sénégal. Cette question des bâtiments détruits, des bâtiments disparus, c'est pas moi qui sommes là. Cette question des bâtiments disparus pourrait me faire parler d'un autre de mes dadas, c'est la protection du patrimoine. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais il y aurait beaucoup à en dire et encore plus à en faire. Alors, pour résumer, Joseph Ndiaye est décédé, paix à son âme évidemment. De son vivant, on lui a décerné la distinction de trésor national, et donc tout ce qu'il dit est aujourd'hui gravé dans le marbre, c'est inattaquable, et je n'ai pas l'intention de l'attaquer. D'ailleurs, le fait d'avoir fait de Gorée un symbole de l'esclavage est à la fois juste et fort. C'est pas évident. Et quelles que soient les critiques qu'on peut faire sur la maison des esclaves, en tout cas sur ce discours de la maison des esclaves, il faut respecter cette mémoire-là et surtout respecter le symbole qu'il a fait de Gorée.
en conclusion de cette promenade dans le temps, hein, vous avez compris ce que je veux vous dire, c'est que l'histoire de Gorée, c'est pas seulement l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la maison des esclaves, l'histoire de la porte du voyage sans retour, c'est beaucoup d'autres choses. C'est certes un symbole de l'esclavage, mais c'est bien plus que ça. Et moi, je plaide pour un enrichissement de cette dimension symbolique. Enrichissement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire, je ne veux pas diminuer quelque chose pour le remplacer par autre chose. Je veux dire, il y a un symbole, on le garde, et en plus de ce symbole, il y a beaucoup d'autres choses à dire. On l'enrichit. C'est ça que j'ai essayé de vous démontrer aujourd'hui. Il y a de la matière. Cette matière, elle est très riche, et en plus, je fais juste une sélection assez rapide de choses que vous pourrez dire sur Gorée. Il y en a infiniment, beaucoup d'autres. Et alors... Comment cette plaidoirie-là que je viens de faire peut se traduire dans les faits? Déjà en parlant, comme ce que je viens de faire, hein, mais en posant des actes concrets pour faire connaître cette autre histoire. Et poser des actes concrets, je peux vous donner juste un exemple qui me passe de temps en temps par la tête, c'est de dire, vous savez qu'à Gorée, il y a le musée historique du Sénégal. C'est-à-dire que toute l'histoire du Sénégal se trouve dans un musée qui se trouve à Gorée. C'est un choix qu'a fait l'IFAN dans les années 50, hein, je ne vais pas le commenter, c'est comme ça. Je ne sais pas si ça va rester comme ça, parce que je sais que les autorités souhaitent faire à Gorée un musée de l'esclavage, mais moi je plaide pour qu'on fasse à Gorée un musée de l'histoire de Gorée, parce qu'il y a vraiment de la matière. Voilà. Et puis, j'aime également rappeler que cet amour de l'histoire de Gorée, du patrimoine que je partage avec vous, c'est pas inné. Ça s'acquiert, et même quelquefois ça s'enseigne. C'est la raison pour laquelle, à mon modeste niveau, j'essaye de la faire connaître à travers toutes sortes d'actions, que ce soit des livres, celui-ci est épuisé, mais intention de le rééditer, des expositions, ça c'est un autre projet de livre que j'espère sortira bientôt, j'ai dit des expositions, un site internet qui s'appelle senegalmetis.com, et puis une page Facebook sur laquelle tous les jours depuis 4 ans, qui s'appelle aussi Sénégal Métis, hein, tous les jours depuis 4 ans, je mets des sujets nouveaux qui concernent l'histoire du Sénégal. Donc j'en ai pioché quelques-uns, et je vous les ai présentés aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Donc, en résumé, l'histoire de Gorée n'est pas uniforme, elle est subtile, elle est nuancée, et si j'osais un jeu de mots, je dirais 50 nuances de Gorée. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, David. Nous avons beaucoup appris ce soir, comme d'habitude.